Donc nous allons aborder maintenant le deuxième dossier qui va nous ouvrir sur le monde de la pathologie tropicale et du voyage, donc qui est encore une fois presque une spécialité à part entière, donc ce qui est assez compliqué pour les étudiants, parce que ça demande de s'ouvrir à beaucoup de nouvelles maladies, à de nouveaux réflexes. Donc soyez bien attentifs, parce qu'on abordera, je pense, les grandes lignes de ce que vous devez retenir sur cette question-là. Donc vous êtes de garde aux urgences, l'infirmier vous appelle pour voir un homme de 25 ans qui présente une fièvre 7 jours après son retour du Gabon. Donc notez bien Gabon, il faut avoir le réflexe. Le Gabon, je vous rappelle, est en Afrique centrale. Donc il était parti avec une association humanitaire pour travailler pendant 3 mois dans un centre de prise en charge de la dénutrition en zone rurale. Il a passé la saison des pluies sur place. Donc il a pris une prophylaxie antipalustre par Nivaquine, un comprimé par jour, commencé la veille du départ et qu'il a poursuivi depuis son retour. Donc chaque mois a son importance. Notez bien vos réflexes. Cliniquement, le patient présente une fièvre à 38,5 sans frisson, une asthénie profonde et un ictère cutanéo-muqueux. L'examen ORL met en évidence une épistaxis postérieure. Il présente un pli cutané, la diurèse n'est pas quantifiable, mais le patient semble oligurique. La rate est palpable et augmentée de volume. Donc, première question, complétez votre interrogatoire et votre examen clinique. Deuxième question, quelles sont vos hypothèses diagnostiques et sur quels arguments ? Troisième question, quel est l'agent causal et son mode de transmission pour chacun des diagnostics évoqués? Question suivante, quel bilan initial prescrivez-vous? Donc, un des examens simples faits en urgence revient positif et confirme le diagnostic le plus probable. Le reste du bilan reviendra négatif. Ce qui nous permet d'aborder la 5e question. Quelle est votre prise en charge thérapeutique immédiate? Vous revoyez le patient 1 an plus tard en consultation voyage, alors qu'il s'apprête à repartir en mission en zone rurale en Inde. Quelles sont vos recommandations? Rédigez votre ordonnance en consultation du voyage. Donc nous allons passer à la correction de ce dossier. Donc la première question, donc devant un cas, comme vous l'avez compris, qui est donc une fièvre au retour du voyage, avec des signes de gravité, au retour d'un pays qui est donc le Gabon, qui même si vous ne connaissez pas, vous situe à peu près en Afrique centrale, donc en gros au cœur de la pathologie tropicale, ce qui peut exposer à peu près à toutes les maladies. Donc il faut que votre interrogatoire soit très large, qui à la fois soit ciblé sur la pathologie du voyage, donc vous pouvez ressortir tout ce que vous évoque la pathologie du voyage, qu'elle soit ciblée sur ce patient qui en plus travaillait dans un contexte humanitaire auprès de patients et potentiellement de malades, dans des conditions potentiellement précaires, en zone rurale et a fortiori pendant la saison des pluies, ce qui expose au risque des moustiques. Donc, dans votre interrogatoire, vous interrogerez d'abord le patient sur ses vaccinations, ce qui n'est pas signifié dans le dossier. A-t-il été vacciné contre la fièvre jaune, la typhoïde et l'hépatite A? Ces autres vaccinations sont-elles à jour? Dans quelles conditions de vie le patient a-t-il vécu? Est-ce qu'il a été exposé à des piqûres de moustiques ou de tiques? Est-ce qu'il y avait la présence d'eau stagnante dans lesquelles les moustiques se multiplient, donc ce qui augmente le risque de transmission, notamment du paludisme? Est-ce qu'il y avait beaucoup de moustiques à la tombée de la nuit? Est-ce que le patient a mis en place des mesures de prophylaxie contre les piqûres du moustique en utilisant une moustiquaire imprégnée, le port de vêtements longs et de chaussettes à la tombée de la nuit, qui est donc la période de la journée où le risque de piqûre est maximum, et est-ce qu'il a utilisé des répulsifs anti-moustiques sur la peau et sur les vêtements? Dans quelles conditions le patient a-t-il travaillé?
A-t-il été exposé à un accident d'exposition au sang? A-t-il été en contact avec des personnes décédées, avec des animaux, ce qui ouvre aussi à d'autres maladies infectieuses? Est-ce qu'il y avait un contexte local d'épidémie, d'infection particulière? A-t-il eu des rapports sexuels à risque? Jamais oublié. A-t-il marché pieds nus dans les marigots sur la plage, ce qui expose au risque des parasites qui pénètrent par voie transcutanée? A-t-il eu... Donc, on est dans la maladie infectieuse tropicale, certes, ne pas oublier les maladies infectieuses plus classiques. Donc, l'interrogatoire est simple en maladie infectieuse. Signes fonctionnels urinaires, toux, diarrhée abdominale, fièvre, céphalée. Les autres questions classiques de l'interrogatoire devant un patient, antécédents personnels, familiaux et chirurgicaux, la notion d'allergie, le mode de vie, les médicaments, est-ce que vous êtes devant un terrain particulier, est-ce qu'il y a une immunodépression, est-ce qu'il y a d'autres défaillances d'organes potentielles qui signeraient une gravité ou pas. Donc, après l'interrogatoire, vous allez rechercher les signes de gravité. Donc, vous avez compris que ce dossier va vous ouvrir la porte à la maladie tropicale qui nous intéresse et qui est un item de l'internat, qui est donc le palu. Donc, je vais commencer par vous rappeler les signes de gravité du palu avec le moyen mémotechnique classique Cauchy-Cachot, donc qui permet de renvoyer aux 10 signes de gravité du paludisme définis par l'OMS en zone tropicale. Donc le coma défini par un Glasgow inférieur à 10, une anémie sévère inférieure à 5 grammes, des convulsions répétées au moins 2, la présence d'une hémoglobinurie, la présence d'une insuffisance urinaire avec une oligurie, un 11e critère également défini est la présence d'un ictère avec une hyperbilirubinémie importante, la notion de collapsus, donc de chute tensionnelle, la présence d'une acidose métabolique définie sur les gaz du sang, la présence d'une CIVD, définition clinique ou devant des signes hémorragiques. Donc là, vous pensez à votre patient, et je vous le rappelle, présence d'une épistaxis postérieure, la notion d'hypoglycémie, ce qui est un signe de gravité en soi et va nous rendre des complications par rapport au traitement par quinine. Et enfin, les complications respiratoires, à savoir l'œdème aigu du poumon et le syndrome de détresse respiratoire. Donc ça, c'était pour le palu. De manière plus globale, les signes de gravité, vous allez les rechercher en regardant les constantes de ce patient, en calculant son score de Glasgow, recherchant des signes spécifiques de choc septique devant une fièvre ou de choc hémorragique devant un épistaxis, des signes de mauvaise tolérance de la fièvre ou d'hyperthermie maligne, donc c'est grave quand supérieur à 41 ou inférieur à 36. On réalisera bien sûr des émocs en réflexe devant une hypothermie. La recherche avec l'arrière-pensée du méningocoque quand on revient d'une zone d'endémie de purpura ou d'une raideur méningée, et devant un ictère fébrile, on pense au foie, donc on recherche des signes d'insuffisance hépatocellulaire, laissant craindre une hépatite sévère. Ensuite, on recherchera donc des signes de méningite, toujours pour la même raison, l'arrière-pensée du méningocoque, donc la raideur de nuque, la photophonophobie, les signes de Körnig et de Brunzinski, ou bien purpura pour le purpura fulminans, des signes de déshydratation chez tout patient fébrile, et puis l'examen clinique complet, au même titre que l'interrogatoire classique. Donc ça nous permet d'arriver à la deuxième question. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques et sur quels arguments? Donc là, vous avez un cas qui potentiellement vous ouvre à beaucoup de diagnostics. Donc il faut essayer de trier un peu et d'évoquer les diagnostics prioritaires. Donc avant tout, les maladies fréquentes, graves et curables, à savoir le paludisme grave et un sepsis sévère bactérien sur une septicémie à germe, notamment bacille à gram négatif, ou bien sur une méningococcémie. Les pathologies graves
plus rare et sans ressources thérapeutiques. Chez un patient non vacciné, la fièvre jaune et les autres fièvres hémorragiques virales. Donc là, c'est un petit clin d'œil sur ce dossier qui se passe au Gabon, où il y a eu historiquement une épidémie de fièvre Ebola. Vous n'êtes pas censé le savoir, mais ça permet de se poser quelques questions. Et puis, encore une fois, un ictère fébrile, toujours penser à l'hépatite virale, ce qui nous intéresse, nous, en infectiologie, ou d'autres origines, alcooliques, médicamenteuses, ou d'origine biliaire. Donc, sur quel argument? Le paludisme grave, on évoquera, donc toujours classé, quand on vous demande d'argumenter en maladie infectieuse, donc qui est encore une fois une spécialité qui n'ouvre pas seulement, c'est pas seulement une spécialité de médecine avec un patient individuel, mais c'est aussi une spécialité qui renvoie à des questions populationnelles, à une interaction avec un environnement, des maladies transmissibles entre différentes personnes, donc une population. Pour les maladies tropicales, souvent des origines chez les animaux, dans l'environnement, les piqûres, etc. Donc, on pensera d'abord aux arguments sociaux épidémiologiques, tels que je les ai définis, ou bien environnementaux. Et ensuite, les arguments individuels, donc qui sont plus cliniques ou à l'interrogatoire. Donc, pour le paludisme grave, les arguments socio-épidémiologiques, donc c'est le séjour en zone d'endémie, a fortiori en zone rurale, ce qui expose à plus de moustiques, et à la saison des pluies, qui est le moment où la multiplication de l'anophèle femelle, qui est donc le moustique qui transmet le palu, est maximum. Et puis surtout, comme il fallait le remarquer d'emblée au début du dossier, une prophylaxie inadaptée, parce que c'est un patient qui a pris de la chloroquine comme prophylaxie. Au Gabon, qui est un pays zone 3, il n'y a quasiment plus aucun pays dans lequel le paludisme est prévalent où la chloroquine est utilisée en prophylaxie, à savoir les pays de zone 1. Il en reste très peu. Donc de toute façon, vous pouvez être sûr, quand vous êtes en Afrique, qu'une prophylaxie par chloroquine seule, qui est donc la prophylaxie pour un pays de zone 1, est inadaptée. Le Gabon, c'est un pays de zone 3, donc il fallait prendre comme prophylaxie soit de la malarone, soit du lariam. Donc le patient n'a pas pris une prophylaxie adaptée, donc il est exposé au risque de paludisme, et notamment de paludisme grave à travers le Plasmodium falciparum, qui, je vous le rappelle, est le seul des 4 plasmodiums qui donne le paludisme grave ou neuropalu, contrairement au Plasmodium ovale et malarié. Donc les arguments cliniques, avec une fièvre 7 jours après le retour, ce qui est un délai compatible avec l'histoire clinique du palu, une splénomégalie qui est classique dans le paludisme, et des arguments cliniques plus de gravité tels qu'on vient de les réviser précédemment, avec l'ictère cutaneo-muqueux et l'oligurie. Et donc, on a oublié le signe hémorragique avec l'épistaxis, qui peut nous faire craindre une CIVD ou une thrombopénie sévère. Donc là, je vous ai mis une cartographie de l'OMS qui vous permet de voir un peu la répartition du palu. Donc le Gabon au centre, et donc vous voyez que en gros toute la zone intertropicale est exposée au paludisme, et donc même si vous ne connaissez pas bien l'historique des différentes maladies infectieuses et tropicales, vous pouvez être sûr que si vous êtes dans un pays d'Afrique en subsaharien, vous pensez tout de suite palu. Donc la suite des argumentations diagnostiques. Donc pour la fièvre jaune, ça, c'est une maladie que vous n'avez pas besoin de connaître dans le détail, mais vous devez avoir le réflexe de la vaccination contre la fièvre jaune, qui est une vaccination obligatoire pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, et qui est une maladie grave et mortelle en l'absence de vaccination, et qui est donc une fièvre hémorragique, un séjour en zone d'endémie, pas de vaccination, un ictère et une fièvre hémorragique. On évoque la fièvre jaune qui renvoie à l'ictère, et fièvre hémorragique, donc hémorragie fébrile. Les autres fièvres hémorragiques virales, pour les mêmes raisons, séjour en zone d'endémie, un retour récent, un contact professionnel potentiellement avec des malades évoqués en
dans le cadre d'une épidémie de fièvre hémorragique, et puis la clinique de fièvre hémorragique. Donc là, je vous ai remis l'épidémiologie de la fièvre jaune. Donc en gros, c'est comme le palu, la zone intertropicale en Afrique, la plus grande partie de l'Amérique du Sud, et comme vous l'aurez remarqué sur cette carte, l'absence d'Asie. Donc vous verrez sur la suite de ce dossier, si on est en Asie, pas de fièvre jaune. En gros, le reste des zones tropicales, fièvre jaune. Donc, quelles sont vos hypothèses suite des arguments diagnostiques? Le sepsis sévère sur bactériémie, qu'on évoque toujours devant une fièvre avec des signes de gravité. Séjour dans un bas niveau d'hygiène qui augmente le risque d'exposition d'infections bactériennes. La fièvre, la fatigue et l'oligurie évocateur de sepsis sévère. La méningococcémie fulminante qu'on évoque parce que le méningocoque est prévalent en zone tropicale. En plus, il y a un contact avec les malades, donc un potentiel contage. L'absence de vaccination contre le méningocoque. Une fièvre élevée et des signes hémorragiques qui peuvent faire évoquer le purpura fulminans. Une hépatite sévère, donc devant un ictère fébrile, soit virale, donc avec un séjour en zone d'endémie, de l'hépatite A, qui, je vous rappelle, est une hépatite à transmission par périfécale, et hépatite B à transmission sanguine, sexuelle ou materno-fétale, devant un ictère fébrile. Donc, nous passons à la troisième question. Donc, pour chacun de ces diagnostics, on vous demande maintenant quel en est l'agent causal et son mode de transmission. Donc, le mode de transmission pour le palu, c'est l'anophèle femelle, comme on l'a dit, qui transmet le Plasmodium falciparum, qui est responsable du palu grave. Donc, falciparum égale grave. Et donc, on vous interrogera rarement sur les autres plasmodiums, qu'il faut cependant que vous connaissiez. Le sepsis sévère bactérien, donc qui peut être à toute bactérie, mais là on pourra avancer les bactéries les plus souvent en cause dans les sepsis sévères, à savoir les bacilles à gram négatifs, donc classiquement coli, proteus et klebsiella. Et puis là, dans l'ambiance tropicale, on pensera à la salmonelle, qui peut notamment, quand elle est typhie, être à l'origine de la fièvre typhoïde, qui est une autre maladie tropicale qu'il faut que vous connaissiez. Et la transmission est multiple, mais souvent de porte d'entrée digestive, biliaire ou urinaire. La méningococcémie, donc c'est le germe le méningocoque, ou autrement dit Neisseria meningitis, qui est transmis souvent par des gouttelettes aériennes. Donc quand on est en contact avec des malades, il faut penser à toutes les maladies contagieuses endémiques dans la zone visitée. Pour la fièvre jaune, donc ça, je l'ai coté bien que ça soit moins fondamental. C'est dû à un flavivirus qu'on appelle le virus amaril, ce qui renvoie au vaccin qui porte le même nom et qui est transmis par un moustique qu'on appelle l'Aedes aegypti. Toujours bon à savoir. Les fièvres hémorragiques virales que je n'ai pas cotées, je pense que vous n'avez pas à savoir le détail. Il y en a plusieurs. Au Gabon, du fait de l'épidémie historique, on pourra évoquer le virus Ebola. Les modes de transmission sont mal définis, notamment pour Ebola, mais on a évoqué notamment le contact avec des sujets décédés de fièvre hémorragique, ou bien un réservoir peut-être animal, donc en zone rurale, pourquoi pas. Et enfin, l'hépatite, donc on a déjà vu, A et B, A, le péril fécal, B, sang, sexe, materno-fétal. Toujours pareil, mais il faut le citer. Donc, on en arrive à la quatrième question. Quel est le bilan initial prescrivez-vous? Donc, devant une suspicion de fièvre hémorragique, il faut avoir un réflexe qui est la contagiosité extrême. Donc, tout ce qui est produit sanguin labile va être potentiellement des produits contagieux. Donc, on va réduire au minimum indispensable nos prélèvements, qu'on réalisera cependant en urgence devant les signes de gravité qu'on a cités. Et donc, normalement, quand vous n'avez pas à le savoir, mais on en parle quand même, devant une suspicion de fièvre hémorragique, on doit faire techniquer les prélèvements par un laboratoire de haute sécurité, donc de niveau P4, parce que le risque de transmission est trop important pour être techniqué par le laboratoire de l'hôpital, ce qui rend les choses un peu compliquées pour la prise en charge de ces malades.
Donc on fera bien sûr un bilan classique, NUM, iono, urécréate, bilan hépatique, hémostase complète pour rechercher la CIVD et les gaz du sang avec les lactates pour le choc. L'urécréate, je vous rappelle que votre patient est oligurique, donc on s'attend à une insuffisance rénale. Et la numération qu'orientera en cas de thrombopénie, lymphopénie vers le palud. Le frottis sanguin goutte épaisse pour diagnostiquer le paludisme, donc qui est l'examen central de cette question. Donc, ils sont deux examens différents, complémentaires. Le frottis sanguin qui permet, en plus de calculer le pourcentage de parasitémie, ce qui, pour certains, est aussi un signe de gravité quand il est élevé. Et la goutte épaisse qui permet de voir également sur une lecture sur l'âme le paludisme et d'en faire le diagnostic. On utilise à l'heure d'aujourd'hui parfois en plus des diagnostics indirects qui peuvent être plus rapides et qui permettent de mettre en route des traitements plus rapidement. Donc les hémocultures devant toute fièvre, tout sepsis sévère. La sérologie de la fièvre jaune qu'on a évoquée, ainsi que les sérologies des différentes fièvres hémorragiques. Donc on enverra des prélèvements au Centre national de référence. Et le bilan infectieux classique, donc toujours pareil en infection, les urines, le poumon, le sang, et plus ou moins, s'il y a des problèmes aussi neurologiques, le scanner cérébral. Et au niveau abdominal, pour voir le foie, les voies biliaires et urinaires, l'échographie abdominale et urinaire, porte d'entrée potentielle au sepsis bactérien. Donc, un des examens simples faits en urgence revient positif. Donc là, vous comprenez bien sûr que c'est votre frottis sanguin qui vous confirme votre diagnostic le plus probable, qui est un palud grave, qui est la maladie la plus prévalente chez un individu qui a pris une prophylaxie inadaptée. Le reste du bilan est négatif, donc on sort de l'ambiance craintive de la fièvre hémorragique, qui nous permet de rentrer dans la phase du dossier purement dédiée au paludisme, et donc où vous pouvez sortir vos réflexes habituels. Donc, quelle est votre prise en charge thérapeutique immédiate? Donc, rappelons-nous que notre patient a des signes de gravité, donc on l'hospitalise en réanimation, en urgence. On le met en condition, on lui met d'abord une voie veineuse périphérique et dès que possible une centrale. On le scope, on met de l'oxygène si besoin adapté au gaz du sang. On pose une sonde urinaire pour surveiller la diurèse chez un patient oligurique de manière systématique parce qu'on a besoin de savoir si la diurèse se relance, qui est un signe en faveur de l'amélioration des signes de gravité. On fait un traitement symptomatique, donc avec une réhydratation, plus ou moins un remplissage si le patient présente une hypotension. On lui met des antipyrétiques parce que la fièvre est toujours mal tolérée, donc il faut penser à la faire chuter. Donc, je ne vous refais pas le cours de l'épistaxis, mais il faut bien évidemment traiter l'épistaxis chez le patient. Donc, comme c'est un épistaxis postérieur, on va faire un méchage antérieur et postérieur. Transfusion et dialyse si besoin au vu des résultats des examens complémentaires. Et ce qui est discuté de manière classique dans le palud grave, c'est l'antibioprophylaxie systématique du fait de la fréquence des translocations de germes digestifs dans le sang au cours des palud graves, ce qui entraîne des sepsis secondaires. Certains mettent une prophylaxie bactérienne. On arrive au traitement curatif, donc que vous devez connaître par cœur dans le palud grave. Donc à base, sans retarder le traitement, de quinine intraveineuse, autrement appelée Kinimax, avec une première dose de charge de 16 mg kg, suivie de la posologie habituelle, donc toutes les 8 heures, 8 mg kg, le tout dilué dans du glucosé, parce que la quinine expose au risque d'hypoglycémie, et en surveillant donc la glycémie capillaire, le CG pour le risque du QT, et la quininémie pour qu'elle soit bien en zone thérapeutique, ni sous-dosée, ni surdosée. Donc ça, c'est le traitement d'emblée. On envisagera secondairement un relais par voie orale, toujours par quinine, quand le patient sera sorti de la phase de gravité, le tout pour un traitement de 7 jours.
Donc à retenir la durée, le médicament central, le G5, pour ne pas mettre votre patient en hypoglycémie. Donc on contrôlera la parasitémie le 3e jour, le 7e jour et à J28. Et on y attend bien évidemment sous traitement une décroissance progressive. Si ce n'est pas le cas, il faudra envisager une prise en charge différente. Donc vous revoyez, comme vous voyez, ce cas nous expose à différentes étapes. Donc on a une première étape qui est donc la pathologie au retour du voyage. Donc ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est des réflexes d'interrogatoire avec des examens cliniques et de gravité et connaître grosso modo certaines maladies tropicales qu'il faut évoquer dans certains contextes. La fièvre, l'ictère, les signes hémorragiques, les pathologies abdominales, les hépatites, etc. Ensuite, le palu, qui est donc a priori la maladie sur laquelle on peut vous interroger. Alors, il y a eu un cas l'année dernière à l'internat de palu grave. Et puis, on vous posera toujours en fin de dossier la question du conseil aux voyageurs. Donc souvent, vous n'avez qu'une question, pas beaucoup de temps pour la traiter. Moi, j'ai mis un peu plus d'importance dessus dans mon cas, parce que je pense que c'est un peu compliqué et vous avez besoin qu'on vous en parle un peu plus. Donc, une question en 2 étapes. D'abord, les recommandations orales et ensuite, votre ordonnance, donc avec des molécules précises. Donc, quelles sont vos recommandations pour un voyageur? Donc, il y a ce voyageur qui a déjà fait un voyage dans de mauvaises conditions sans prendre ses précautions et qui donc là repart en Inde. Donc tout à l'heure, ça nous permet d'aborder un autre continent. Tout à l'heure, on était en Afrique. Donc l'Afrique avec son palu, sa fièvre jaune, la fièvre typhoïde, le péril fécal, donc avec tout ce qui est hépatite A, les salmonelles, la tourista, donc qui est due à Escherichia coli, l'amibiase. Et là, on part en Inde. Donc c'est un contexte différent où on retrouve la plupart de ces pathologies-là, hormis la fièvre jaune, qui, je vous le rappelle, est absente en Asie et qui ouvre à certaines pathologies, notamment que vous devez retenir surtout pour les vaccins, l'encéphalite japonaise, la rage qui est prévalente dans les animaux, la lèpre. Voilà. Donc essayez d'avoir quelques flashs comme ça par continent, plus que par pays, ce qui demande une mémoire un peu trop exigeante pour l'internat. Donc on va se protéger contre les arthropodes pour éviter de refaire une fièvre jaune, un palu. Donc encore une fois, toujours la même chose, les moustiquaires imprégnés, les habits à manches longues à la tombée de la nuit, les répulsifs anti-moustiques au moment du risque de piqûre, donc toujours à la tombée de la nuit et pendant la nuit. Lutter contre les eaux stagnantes dans lesquelles les moustiques se multiplient. Lutter contre le risque parasitaire et les morsures, parce qu'on a la rage derrière la tête en Inde. Donc on marche avec des chaussures fermées, un pantalon long en frappant le sol, ça c'est pour les morsures à base de serpents, scorpions, ce qui fait fuir les bêtes. On marche pas pieds nus dans les marigots ni dans le sable ou les sols humides pour éviter le risque des parasitoses qui entrent par voie transcutanée, notamment dans les marigots la bilharziose, qui je vous rappelle donne des hématuries au retour de voyage. On évite les baignades donc pour les mêmes raisons. On ne caresse pas les animaux parce que on craint la rage. On évite l'approche des volailles dans le contexte actuel des maladies transmises au niveau mondial. Et on secoue ses habits, ses draps avant usage parce qu'il y a certaines maladies infectieuses qui sont transmises par des œufs pondus dans les habits qui sèchent sur les fils à linge. Donc ensuite, il faut quand on fait du conseil aux voyageurs, on a en tête les maladies infectieuses, qui est la spécialité centrale, et c'est pour ça que c'est les infectiologues qui font le conseil aux voyageurs. Mais il faut savoir que ce dont meurent les voyageurs, c'est pas en premier les maladies infectieuses, que finalement on les prévient assez bien, mais c'est souvent d'accidents de la route ou de maladies cardiovasculaires.
Et donc, il faut quand même évoquer la prévention du risque et la sécurité routière avec le voyageur. Donc, pas rentrer dans n'importe quel transport, prendre ses précautions. Éviter la consommation des médicaments qui sont souvent des contrefaçons vendus dans les riz de certains pays en voie de développement. Toujours le réflexe des rapports sexuels protégés avec des préservatifs. On arrive à la question des vaccinations. Donc, vous vous rappelez, quand au Gabon, ce patient aurait dû être vacciné, comme on l'a dit tout à l'heure, contre la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, l'hépatite A, l'hépatite B et les rappels. Donc là, en Inde, comme vous avez vu avec le petit rappel, c'est à peu près les mêmes maladies, sauf qu'on enlève la fièvre jaune. Donc on ne va pas le vacciner contre la fièvre jaune, mais on va lui recommander la vaccination contre la fièvre typhoïde, hépatite B, A et les rappels d'été polio, et de manière spécifique pour ce pays, pour les raisons qu'on a évoquées. Pour un patient qui se rend en zone rurale, donc avec un risque, ce qu'on ne ferait pas si c'est quelqu'un qui allait en ville, la vaccination contre l'encéphalite japonaise, et devant le risque de contact avec des animaux en zone rurale, la vaccination contre la rage. C'est un dossier qui est un peu orienté exprès pour vous faire réfléchir et vous apprendre à vous rappeler de ces différentes vaccinations, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, c'est un patient qui part en contexte professionnel. Donc, les mesures de protection par rapport au risque épidémique, les gants, le masque, éviter le contact avec les liquides biologiques. Donc, c'est les mesures habituelles que vous connaissez à l'hôpital. La lutte contre le péril fécal, donc, qui est une des grandes sources de maladies, la tourista, les Escherichia coli, les salmonelloses, les shigelloses, les amibioses. Donc ça passe par la consommation d'une eau de boisson, soit minérale encapsulée, soit stérilisée en la faisant bouillir, en la filtrant ou la décomposant des pastilles vendues en pharmacie. On évite les glaçons, les jus de fruits frais, les légumes et les fruits non pelés. On évite la consommation d'aliments peu cuits pour les toxines-infections alimentaires. Et on se lave les mains avant chaque repas et après les toilettes. Donc, encore une fois, je disais tout à l'heure, le voyage, c'est pas que de la maladie infectieuse. Donc, en Inde, on a au nord l'Himalaya. Et donc, potentiellement, notre voyageur va peut-être avoir envie de faire une excursion. Et donc, la haute altitude, ça fait aussi partie de la pathologie, enfin, de la spécialité des voyages. Et donc, il y a le risque de maladies liées à la haute altitude pour lequel le patient doit s'acclimater. Et donc, il faut l'informer sur l'existence de ces maladies. Et les réflexes plus social et de santé publique. Prendre une assurance rapatriement parce que si on fait quelque chose de grave et qu'on ne peut pas être rapatrié, ça finit mal, et se munir des numéros utiles. Donc on en arrive à la dernière question de notre dossier, donc toujours dans cette logique du conseil au voyage. Donc là, on a fait des recommandations orales, et puis on vous demande de rédiger votre ordonnance. Donc quand on vous demande de rédiger l'ordonnance, ça renvoie à une petite question relevant de la santé publique, qui est donc la présentation de l'ordonnance qui est au programme de l'internat. Donc toujours dans votre ordonnance, ici présente, l'identification du prescripteur avec son adresse et coordonnées. Voilà. L'identification du patient avec, si possible, son âge et son sexe. On y ajoutera la date obligatoire. L'ordonnance sécurisée. Donc je vous rappelle qu'avant chaque médicament, on met un chiffre et qu'arrivé à la fin de votre prescription, vous avez une petite case dans les nouvelles ordonnances sécurisées dans laquelle vous devez noter le nombre de médicaments prescrits, ici 2 par exemple, ce qui évite qu'on rajoute des médicaments à votre insu. Donc l'ordonnance sécurisée, la signature obligatoire et le tampon du prescripteur. Donc ça, c'était pour la forme. Pour le contenu de notre consultation voyageur, donc on va prescrire la prophylaxie antipalus telle qu'on l'a dit. Donc en Inde, on est dans un pays de niveau 2. Donc j'ai fait exprès pour que vous vous rappeliez, la chloroquine qui était inadaptée, c'était niveau 1. Les pays de niveau 2, on peut proposer soit la savarine, soit les mêmes molécules que pour le niveau 3, c'est-à-dire l'amalarone, l'ariam, sachant que la savarine
est mieux toléré que le Lariam qui donne des effets secondaires psychiatriques. Donc 1 comprimé par jour à commencer la veille du départ et à poursuivre 4 semaines après le retour. La Malarone a l'avantage d'avoir à être continuée que 7 jours après le retour, mais par contre, comme principal inconvénient, de coûter beaucoup plus cher. Donc la moustiquaire imprégnée, fondamentale. Des sprays anti-moustiques pour les mêmes raisons. Donc ça c'est pour la prophylactie. Prévention, curatif. Quand on part en voyage, on est potentiellement éloigné de la prise en charge médicale. Donc si on a sur nous les médicaments fondamentaux des grands risques auxquels on s'expose, on peut être traité plus vite et s'en sortir mieux. Donc comme on est exposé au palu, on va proposer au patient d'avoir sur lui un traitement curatif contre le palu. Donc on peut proposer différentes molécules. Ici j'ai mis la Malarone qui s'utilise en préventif mais aussi en curatif. Donc en curatif c'est 4 comprimés par jour pendant 3 jours. C'est bien toléré. Dans la lutte contre le périfécal, donc on parlait des pastilles de désinfection de l'eau de boisson. Donc on peut proposer l'hydroclonazone. On dilue un comprimé dans 1 litre d'eau et 1 heure après on peut boire, l'eau est stérilisée. En cas de diarrhée, qui est la tourista, qui est la maladie la plus fréquente, il faut se réhydrater. Se réhydrater avec de l'eau, avec du sel et du sucre. La manière la plus simple de faire ça, c'est d'utiliser des sachets de soluté de réhydratation orale qu'on dilue dans l'eau. En cas de diarrhée, je vous rappelle que l'imodium, qui est un inhibiteur du transit, est contre-indiqué parce qu'il augmente le risque d'infection bactérienne systémique, c'est-à-dire il augmente le risque de faire passer vos bactéries du tube digestif dans le sang et donc de faire une bactériémie. Et donc soit, si la diarrhée est tolérable, on conseillera aux voyageurs de ne rien prendre, et si elle est vraiment hydrique, intolérable, on préférera lui prescrire un antidiarrhéique sécréteur qui diminue la sécrétion d'eau dans le tube digestif, de type Tiorfan. Ensuite, pour toujours, donc on a vu la prévention des diarrhées et maintenant le curatif, parce qu'il y a des diarrhées simples, pas graves, type la tourista, l'Escherichia coli entérotoxinogène, et il y a des diarrhées graves dues par exemple à la shigelle, à la salmonelle, qui donnent de la fièvre et des diarrhées glérosanglantes parfois, qui elles doivent être traitées par antibiotiques. Donc c'est mieux d'avoir l'antibiotique sur soi. L'antibiotique classique, c'est le fluoroquinolone, par exemple l'ofloxacine, un comprimé matin et soir pendant 3 jours. Donc tout ceci doit, si possible, être represcrit par un médecin sur place si le patient est dans la possibilité de consulter. Donc des antalgiques antipyrétiques, des antiémétiques, donc des traitements symptomatiques classiques. Donc là, je vous ai mis ça en masse, tout un fatras de petits matériels, mais qui est très important. Le thermomètre pour prendre sa température, notamment en cas de diarrhée, pour savoir si elle est fébrile. La crème solaire pour se protéger contre les rayons du soleil. Des pansements stériles avec un set de matériel à usage unique si jamais on a besoin d'injection sur place. Des désinfectants, des préservatifs pour les raisons qu'on a évoquées plus haut, et du collyre en cas de conjonctivite. Donc on en arrive à ma dernière diapositive, donc, auquel on réaborde les différents vaccins que doit effectuer notre voyageur. Donc comme on l'a vu plus haut, le vaccin contre la fièvre typhoïde, donc qu'on appelle le Tifim, qui est en une injection à faire 15 jours avant le départ. Le vaccin contre l'hépatite A, appelé Avrix, une injection avant le départ avec un rappel 6 à 12 mois plus tard, ce qui procure une procuration pendant 10 ans. Le vaccin contre l'hépatite B, si le patient n'est pas vacciné ou non protégé, donc selon le résultat de la sérologie. 2 injections à mois d'intervalle et un rappel à 6 mois. La vaccination contre l'encéphalite japonaise, bon, vous n'êtes pas obligé de connaître le détail. Et la vaccination antirabique. Donc si on était en Afrique, on rajouterait la vaccination contre la fièvre jaune. Et on préciserait que cette vaccination est obligatoire, pour aller au Gabon par exemple, et doit être relevée dans le carnet de vaccination international, qui est un petit carnet jaune qui est remis donc uniquement en consultation voyageur
souvent dans les services d'infectiologie qui sont mandatés par l'État pour donner ce cachet, ce qui permet d'entrer dans les pays où la fièvre jaune est prévalente. Donc mes références, donc, pour les consultations voyageurs, ce qui est intéressant pour vous, c'est que l'Institut de veille sanitaire publie chaque année un bulletin épidémiologique hebdomadaire spécifiquement consacré aux recommandations sanitaires aux voyageurs. C'est assez simple, c'est pas très long et c'est surtout mis à jour tous les ans. Donc procurez-le vous, lisez-le et ça vous permettra de retenir l'essentiel. Il y a aussi la liste des pays avec les niveaux pour le palu, la liste des vaccins et là où ils doivent être recommandés. Je vous ai mis différents liens sur le site de l'OMS en français relatifs aux pathologies qu'on a évoquées, donc le voyage, le paludisme, le virus Ebola et la méningococcémie. Et donc, pour conclure ce dossier, donc c'est un dossier long, on a allé vite sur certaines questions, mais qui retranscrit bien l'esprit du dossier consultation voyageur. Donc, il vous demandera de savoir réfléchir devant des symptômes au retour d'un voyage. Donc, ce sera toujours les mêmes questions, avoir le réflexe, risque lié aux arthropodes, transmission des moustiques, péril fécal, maladies sexuellement transmissibles, les vaccinations, est-ce qu'il est vacciné, sinon est-ce qu'il ne fait pas une des maladies pour lesquelles on doit se faire vacciner. Donc je vous rappelle la fièvre typhoïde qui est fréquente due à Salmonella typhi, l'hépatite A et la fièvre jaune, la rage qui est également au programme d'internat pour l'Inde, encéphalite japonaise, juste à citer, on ne posera pas de questions dessus. Donc voilà, toujours les premières questions, les réflexes, qui souvent ouvrent sur une pathologie qui la plus fréquemment sera le paludisme, mais qui peut être d'autres maladies comme la fièvre typhoïde, l'amibiase sous forme de diarrhée ou abcès hépatique, les différents parasites qui sont aussi au programme de l'internat qui sont compliqués. Voilà. Et souvent, on vous posera une dernière question relative aux recommandations voyageurs, donc pour laquelle vous pouvez utiliser la 6e question, toujours les réflexes, lutte contre les insectes, contre le risque parasitaire, les morsures, les maladies sexuellement transmissibles, les vaccins, la sécurité routière, une petite note sur l'altitude pour certains pays, et puis être assuré et se munir des numéros utiles. Donc si vous rangez ça dans votre tête, après vous retrouvez facilement les mesures de prévention habituelles avec la moustiquaire imprégnée, les manches longues, les sprays, les préservatifs, se laver les mains, manger les bouteilles, boire de l'eau encapsulée, etc. Donc si vous comprenez bien la démarche, tout ressortira naturellement devant votre copie. Donc c'est beaucoup de données, mais finalement c'est surtout une logique et puis une petite culture de la pathologie tropicale. Donc encore une fois, il y a seulement quelques maladies que vous devez connaître sur le bout des doigts, et puis cette logique du cas retour d'un voyage. Je vous remercie.